Martineau. L'opinion populaire. Alors, cette semaine, l'émission Enquête à Radio-Canada a diffusé un reportage sur les jeunes qui font une transition de sexe, un changement de sexe. Et en fait, ce qui ressortait de ce reportage-là, c'est qu'on va peut-être trop vite, on saute trop vite aux conclusions. Quand un jeune dit, moi, je suis pas bien dans ma peau, je suis dans le mauvais sexe, je veux changer de sexe, on n'examine pas assez longtemps ces jeunes-là parce que, oui, il y en a peut-être qui ont des problèmes de dysphorie de genre, mais il y en a d'autres peut-être qui ont des troubles d'identité, ils ont des problèmes, ils se cherchent, ils ont des problèmes psychologiques qui sont autres, ou alors ils sont victimes de ce qu'on appelle la contagion sociale, c'est-à-dire leurs amis qui disent « Wow, tu vas changer de sexe, c'est le fun, c'est cool », et là, ils ont un sentiment finalement de faire partie d'une gang. Nous allons en parler avec M. Samuel Vessière, qui est anthropologue, professeur adjoint de psychologie à l'UQAM. Bonjour, M. Vessière. Bonjour. Est-ce que vous avez vu le reportage de Radio-Canada, M. Vessière? Oui, absolument. J'y ai même participé. Ben oui, c'est ça. Mais je voulais savoir si vous aviez vu le reportage terminé. Il y a des jeunes qui souffrent de dysphorie de genre. Ça, je pense que c'est une réalité. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, c'est une réalité vraiment complexe, hein. C'est un sujet, comme vous le savez, très controversé, mais en même temps un sujet vraiment sensible, parce qu'il s'agit effectivement d'une souffrance et d'une détresse véritable, mais en même temps une souffrance qu'on comprend peu. Alors, en même temps, on est peut-être un petit peu en train de cerner certains enjeux. Mais c'est complexe parce que là, ce qu'on voyait dans le reportage, entre autres une jeune fille qui avait des problèmes d'anorexie sévères et elle va voir un médecin, un professionnel qui ne va pas voir dans son historique, ne sait même pas qu'elle a eu des problèmes psychologiques avec l'anorexie et qui lui dit tout de suite, ah oui, bon, ben écoutez, on part la machine, là, puis on propose rapidement soit des thérapies hormonales, soit des bloqueurs de puberté, soit alors des chirurgies, c'est-à-dire de l'ablation des seins, tout ça. Et on va trop vite. Il faut examiner ces jeunes-là à fond avant de donner le feu vert à une transition de genre. Ouais, je pense que ce serait peut-être utile pour vos auditeurs de donner un peu de contexte historique pour comprendre comment et combien le paysage épidémiologique a vraiment changé, a vraiment été bouleversé depuis les années 2010. Est-ce que ça vous va? Oui, Si je vous donne un peu de allez-y, contexte. certainement. Allez-y. C'est ça, parce qu'en fait, comme vous le dites, la dysphorie de genre était un phénomène qu'on pensait avoir relativement bien compris jusque dans les années 2010. Donc tel qu'il avait été formulé et encadré par le DSM, donc ça c'est le document de référence, des psychiatres américains. Donc on parlait d'un très, très faible pourcentage de la population, à peu près 0,001 de la population, qui étaient majoritairement des garçons qui, dès la petite enfance, ne se sentaient pas en accord avec leur sexe de naissance, donc ils rapportaient qu'ils étaient des filles, ils ne voulaient pas jouer avec des jouets typiques, à leur sexe et cetera. Donc c'était des cas vraiment, très rares. Heu, la plupart de ces jeunes garçons, à la puberté ou à l'âge adulte, avaient tendance à déclarer une orientation homosexuelle et pour certains, effectivement, on avait compris que ça pouvait être, bénéfique de faire une transition et de vivre en fait comme une femme. Simplement, dans les années 2010, il s'est passé beaucoup de choses. D'abord, il y a eu un groupe de recherche en Hollande qui ont fait une espèce une hypothèse, un pari intéressant, qui se sont dit, en écoutant les rapports de personnes transsexuelles, donc surtout des hommes, on le rappelle, qui disaient avoir beaucoup souffert pendant l'enfance, mais notamment à la puberté, ils se sont dit peut-être si on pouvait intervenir en amont, on pourrait prévenir des souffrances. Donc c'était un protocole expérimental de recherche, ce fameux protocole hollandais, donc, qui a testé, on commence avec des bloqueurs de puberté. 2 ans plus tard, si tout se passe bien, on introduit des hormones antagonistes, donc des hormones de l'autre sexe. Et puis si 2 ans après, les choses se passent bien, on peut penser pour certains individus à une chirurgie, donc du haut par exemple, une mastectomie pour les femmes, et puis une chirurgie de reconstruction génitale. On a appris plus tard, d'ailleurs ça on ne le savait pas à l'époque, que les jeunes qui entament une transition sociale et hormonale ont pour la plupart tendance à continuer vers une transition médicale. Ça, on ne le savait pas à l'époque. En même temps, dans les années 2010, les cliniciens ont commencé à remarquer ce qui semble être un vraiment complètement nouveau profil. D'abord,
la plupart des jeunes qui étaient référés dans les cliniques pour des transitions de genre étaient des filles. Donc le ratio avait été inversé, plus de filles que de garçons. Et puis ces filles semblaient avoir déclaré une dysphorie de genre assez soudainement à l'adolescence. J'utilise le Hum, conditionnel, je dis hum. semblait parce que, comme on le sait, il y a eu beaucoup de critiques de ces études de l'époque qui étaient basées sur des rapports des parents uniquement. Et ça, c'est un point valide qu'ont amené les militants et je pense qu'on retournera là-dessus. Mais en même temps, les études de l'époque montraient donc des jeunes filles à déclenchement tardif qui présentaient avec beaucoup de comorbidités, beaucoup de troubles de santé mentale, de troubles psychiatriques en tout genre. Je voudrais rappeler que le protocole hollandais évaluait très rigoureusement les comorbidités psychiatriques, les écartait et on ne passait à une transition que si tout allait bien dans la vie. Donc, les études donc, du milieu des années 2010 vers 2018, certaines semblaient montrer aussi que ces jeunes filles, pendant et après la transition, en fait, continuaient d'aller mal et dans certains cas, on notait une détérioration du fonctionnement psychosocial, et ça c'était intéressant aussi, on Hum. notait une augmentation de conflits, par exemple, entre les jeunes qui étaient peut-être en quête d'appartenance de la communauté LGBTQ, qui pourrait leur conférer un sens de fierté, de prestige, mais des importants conflits avec le reste, leurs parents, la norme cisgenre qui était considérée comme oppressive, etc. Bon, pour conclure, maintenant, on a accès à de très bonnes données probantes, notamment qui viennent de Scandinavie. Donc, on parle de pays, mais aussi des premières cliniques qui ont testé ces transitions de genre et qui nous montrent effectivement, et c'est pas qu'en Scandinavie, c'est vraiment en Occident, les pays anglophones sont un petit peu plus représentés, les pays nordiques, donc qui confirment ce profil de jeunes filles, sans doute à déclenchement tardif, et ça c'est absolument confirmé avec une très forte incidence de comorbidité psychiatrique. Donc on parle de surreprésentation du trouble du spectre de l'autisme, de TDAH, de Hum, troubles de personnalité limite, hum, de troubles d'adaptation en tout genre. Donc on comprend maintenant que hum. dans certains cas, il y a, par exemple, il peut y avoir un stress pubertaire, une perturbation identitaire, hein, donc l'adolescence est toujours une période tumultueuse et difficile, et des traumas aussi, beaucoup de ces filles auraient vécu des traumas, notamment des traumas sexuels, et donc des jeunes qui pourraient, parce qu'ils vont mal, ils cherchent une explication, ils pourraient se fixer sur l'idée qu'une transition de genre va résoudre tous leurs problèmes. Il y a aussi le contexte des réseaux sociaux qui ajoute pas mal de complexité là-dedans. Monsieur Vessière, vous le disiez d'entrée de jeu que oui, bon, il y a des gens qui souffrent de dysphorie de genre, mais c'est vraiment très marginal. Là, soudainement, on a l'impression de faire face à un phénomène et comme vous le dites, lorsqu'on est adolescent, il y a toutes sortes d'autres choses qui se passent, recherche d'identité. Ça peut être quelqu'un, par exemple, qui n'accepte pas d'être homosexuel et qui dit, ben, si je suis attiré par quelqu'un du même sexe que moi, ça doit être parce que je suis d'un autre sexe finalement. Il y a des gens qui ont des problèmes, comme on disait, d'anorexie, de boulimie, etc. Donc, on a l'impression qu'on saute trop rapidement à la conclusion que, ah, votre problème majeur, c'est la dysphorie de genre, alors que ben, le mal-être que cette personne-là peut ressentir, elle peut être multifacteur. Là. Absolument, absolument. Et de dire ça, seulement de dire ça qui me semble, moi, tout à fait, ça tombe sous le sens ce que vous dites, et de dire aux professionnels, prenez le temps de parler avec la personne, de l'examiner, de voir si elle a d'autres problèmes, tout ça, avant de tout de suite sauter à la conclusion de dysphorie de genre. Moi, je trouve ça, ça tombe sous le sens. C'est le principe de précaution, finalement, que vous appliquez, M. Vassière. C'est-à-dire qu'il ne faut pas tout de suite sauter à la conclusion de dysphorie de genre. Là. Dysphorie de genre. Oui, tout à fait. Donc, on a parlé un peu des causes et des raisons diverses qui pourraient pousser les jeunes en contexte de perturbation identitaire à vouloir s'identifier comme étant transgenre. Je pense que ce serait intéressant de parler aussi de certains dangers, de certaines choses qui peut-être ne marchent pas vraiment bien avec ces transitions-là. Écoutez, je regardais le reportage de Radio-Canada et je me disais, il y a des gens qui se disent médecins, qui se disent psychologues, mais qui sont d'abord et avant tout des militants. Vous, j'imagine, vous parler en tant que scientifique froidement. Vous ne défendez vous ne défendez pas une cause, mais seulement dire ce que vous dites
c'est déjà extrêmement controversé. J'imagine que vous êtes l'objet d'insultes, d'attaques, même de menaces de mort, Monsieur Samuel Vessière. Oui, oui, tout à fait. Donc moi, en tant que chercheur et aussi en tant que clinicien, je défends seulement le principe de ne pas nuire, le principe de bénéficier aux patients et je veux rester neutre et je veux rester ouvert à la possibilité que toutes sortes d'interventions pourraient marcher. C'est vrai que c'est vraiment très très intéressant quand on essaie de comprendre, mais qu'est-ce qui s'est passé médicalement, scientifiquement, culturellement, pour que tout à coup on se mette à encourager les jeunes, peut-être même à les pousser trop rapidement à faire ces transitions. Et là, historiquement, il y a aussi quelque chose qui s'est passé qui est vraiment sans précédent, c'est cette influence sans précédent euh, des valeurs et des croyances qui sont issues du milieu activiste. Et je reviendrai sur cette question qu'on parle de valeurs et de croyances, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, mais une influence dans le milieu médical, dans le milieu du soin, de l'éducation, de la culture publique. Donc, par exemple, un très très grand nombre, surtout en Amérique du Nord, d'associations professionnelles, de cliniciens, d'ordre professionnel. On parle des endocrinologues, des pédiatres, des psychiatres, l'association des psychologues américains ont adopté des lignes directrices cliniques affirmatives qui, en fait, et ça on le sait maintenant, ne sont pas vraiment basées sur des données probantes. Et ça, je sais que c'est une question très politisée et très clivée, mais ça, c'est même l'OMS qui le dit. C'est le système de santé publique en Angleterre, en Finlande, en Suède, qui ont fait des revues systématiques de la littérature, qui ont fait des audits de ce qui se passait, des revues de dossiers dans les cliniques de genre. Donc, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Je pense qu'il faut faire attention ici parce que justement, le contexte est tellement polarisé. Moi, je suis pas conspirationniste. Hum, Il y a pas de hum. complot pour forcer les jeunes à faire des choses endommageables. Le milieu militant est surtout composé de personnes qui sont très bienveillantes, qui ont aussi le principe de ne pas nuire en tête. Simplement, beaucoup d'entre eux ne sont pas cliniciens. C'est intéressant d'ailleurs de voir que beaucoup de gens du milieu militant correspondent en fait à l'ancien profil de Mais transsexuels. Beaucoup sont des hommes nés à la naissance qui sont devenus des femmes après, euh, mais qui ont vraiment réussi à influencer et un petit peu par un accident de bonnes intentions. Donc personne n'a le temps d'aller sur le comité de révision de code de déontologie, etc. Mais il s'avère que ces pratiques sont devenues la norme. Elles se sont retrouvées dans des formations accréditées de l'Ordre des psychologues du Québec, du Collège des médecins du Québec, etc. Et c'est seulement maintenant qu'on se rend compte qu'on était vraiment allé trop vite. Mais, Euh, mais mais si ce vous qui est me... bizarre, M. Ouais. Samuel Vessière, c'est que ça a l'air d'être facile de transitionner, mais plus difficile de détransitionner. C'est-à-dire, c'est facile de convaincre des spécialistes que j'ai besoin de changer de sexe, mais convaincre ces mêmes spécialistes que j'ai fait une erreur, j'ai commis une erreur, je me sens mal dans ma peau encore et je veux revenir à mon sexe d'origine, on dirait que le chemin inverse est plus difficile à faire. Ben, écoutez, il semble effectivement qu'il y ait un assez fort stigma associé avec la désistance ou la détransition, parce que c'est devenu très rapidement culturellement intuitif et acceptable que la meilleure chose à faire, c'est de faire une transition. Donc, pour le nombre de grandissant, je dirais, de détransitionneurs qui parlent publiquement maintenant, on se rend compte à quel point leur parcours a vraiment été compliqué. Vous, est-ce que vous risquez de perdre votre poste à l'université ou de ne plus être considéré par vos pairs? Est-ce que c'est dangereux d'avoir le discours que vous avez, c'est-à-dire un discours de précaution en disant, ben là, il faut y aller lentement, là, le train va trop vite. Qu'est-ce que vous risquez? Écoutez, je pense que les enjeux autour de ma personne sont beaucoup moins intéressants que ces grands enjeux de société Hmm. dont j'ai envie de parler. C'est effectivement très sensible, très très difficile. Ça l'a été pendant longtemps. J'ai quand même l'impression que les vents sont en train de tourner. Oui. Le fait que par exemple qu'un média vraiment considéré réputable et approuvé par un certain segment de la bien-pensance, tel que Radio-Canada, et montrer un documentaire si bien fait, je pense que ça aide.
Je pense que les données, les nouvelles lignes directrices cliniques qui nous proviennent de Scandinavie, où le contexte est moins politisé, aident à dépolariser un peu, mais ça reste un sujet très difficile et très risqué, effectivement. Vous dites Radio-Canada, et moi, ça fait des années qu'on entend un peu des gens comme vous en disant, ben là, il y a des problèmes, vraiment, on va trop vite. Mais là, soudainement, que Radio-Canada, soudainement, adoube ça en disant, maintenant, oui, nous, Radio-Canada, nous vous donnons la permission d'avoir des bémols et de réfléchir à ces questions. Soudainement, pour vous, c'est le signe que le vent tourne. Absolument. En même temps, je veux faire attention parce que je ne veux pas renforcer des clichés culturels qui peuvent être endommageables, mais je remarque qu'il existe dans la francophonie sans doute un espace de dialogue, de parole et de débat qu'il est plus facile à avoir que par exemple dans la sphère anglophone. Donc on remarque que la CBC anglaise a tendance à avoir une politique éditoriale beaucoup plus transaffirmative et a été remarquablement silencieuse sur le documentaire Enquête de Radio-Canada. C'est vrai. C'est vrai. Ben écoutez, merci beaucoup. J'espère qu'on aura l'occasion de s'en reparler parce que c'est un sujet délicat, mais dont il faut parler parce que là, on l'a vu dans le reportage, on va trop vite là, en sautant sur la conclusion, oui, ton problème, c'est la dysphorie genre, alors que il peut y avoir d'autres problèmes que la personne peut vivre. Merci beaucoup, M. Samuel Vessière, anthropologue, professeur adjoint de psychologie à l'UQAM. Merci. Bonne journée. Ça fait plaisir, merci. Merci.